La souveraineté alimentaire en question. Un podcast de la revue Grain de Sel qui décrypte les nouveaux enjeux de la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Quel chemin? Quelle voie? Du Sénégal au Burundi, nos 13 épisodes racontent des luttes, des stratégies, des choix concrets pour nourrir autrement les territoires. Une série produite par Interréseau Développement Rural, réalisée en partenariat avec Inades Formation. Cap sur le Sénégal, un pays d'Afrique de l'Ouest qui, dès 2022, a placé la souveraineté alimentaire au cœur de sa stratégie nationale. Alors que le pays consacre plus de 1070 milliards de francs CFA, soit 1,6 milliard d'euros par an, aux importations de denrées agricoles et de produits alimentaires de base, le gouvernement a déployé un grand plan sur 5 ans pour structurer et financer des filières agricoles stratégiques telles que le riz, le lait, la tomate, la banane ou encore l'élevage bovin, ovin, porcin et avicole. Sa stratégie vise l'autosuffisance en produits de base, la modernisation des exploitations familiales, l'adaptation au changement climatique et la résilience aux crises alimentaires. Mais peut-on dire que le lait produit par des vaches importées ou les poulets provenant d'œufs fécondés importés sont réellement des produits de souveraineté? Dans cet épisode Grain de Sel, nous allons tenter, avec nos deux invités, de comprendre l'origine de l'engagement de première heure du Sénégal pour la souveraineté alimentaire. Quelles stratégies de politique agricole ont été mises en place? Quelles tensions cela crée? Pour analyser ce chemin parcouru, nous accueillons Ibrahima Dia, socio-économiste basé au Sénégal et rattaché au think tank IPAR, ainsi que Sibiri Jean Zoundi, économiste burkinabé et ancien directeur du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE. Avec eux, nous allons explorer les différents ressorts de la stratégie de souveraineté alimentaire sénégalaise. À ce micro, vous écoutez Laurent Kenoum et Caroline Dublé. Nous sommes tous deux journalistes et chargés de mission à Interréseau. Ibrahima Dia, vous êtes socio-économiste et environnementaliste. Vous avez coordonné plusieurs missions d'évaluation de programmes financés par la Banque mondiale, le PNUD ou la CEDEAO. Et vous êtes l'auteur d'une policy note sur la souveraineté alimentaire au Sénégal. Comment le Sénégal s'est-il approprié la notion de souveraineté alimentaire? Chaque fois qu'il y a un choc, la souveraineté revient en avant. Pendant longtemps, les organisations paysannes, jusqu'à présent d'ailleurs, ils portaient le concept de campésinat et ça a rendu un peu difficile l'appropriation par les pouvoirs publics. Mais à partir de la Covid, la façon dont c'est posé par l'État devient complètement différente. Campésinat, c'était toujours dans une logique d'opposition, d'exploitation familiale contre exploitation industrielle. Or, ici, c'était dans une logique d'import-substitution. C'était de dire, bon, nous, on est dans une situation telle que la souveraineté alimentaire est un problème de plus global de souveraineté. C'est une réponse à un échec de la mondialisation. C'est-à-dire que le gouvernement de Macky Sall, à l'époque, avait dit, bon, voilà, la Covid nous a montré que l'approvisionnement est impossible, donc il nous faut notre souveraineté sur ça. Et donc ça a été plus une attitude de réaction par rapport à un risque que l'approche campésinale qui était plus idéologique. Et donc, au lendemain de la pandémie de Covid, quelle a été la stratégie initiée par le président Macky Sall au nom de son interprétation de la souveraineté alimentaire? Concrètement, l'État s'est dit, on met en place des politiques agricoles orientées vers la levée des contraintes pour augmenter la production et en disant, bon, le riz, c'est le principal produit, comment on peut produire plus? Et donc, c'était le premier axe. Et là, ils ont mis en place un programme d'autosuffisance en riz dans lequel l'État s'est engagé à subventionner beaucoup de choses, les intrants, et ainsi de suite, mais surtout à subventionner le machinisme agricole pour pouvoir libérer très tôt les parcelles et pouvoir préparer le sol pour une seconde campagne. Parce que la politique de l'État avant, c'était la riziculture dans les zones irriguées du nord. Et l'État a dit, maintenant, je le fais partout, y compris dans le pluvial. Donc, ça a été le premier changement, c'est de dire, on fait le riz partout au Sénégal. Et on essaie même de mettre plus l'accent sur le riz pluvial que sur le riz irrigué parce que ça permettait d'étendre plus les superficies.
Et beaucoup d'argent a été mis donc dans le machinisme agricole et dans la transformation. Donc, les unités de transformation ont augmenté fortement. Ça a été multiplié presque par 3 en l'espace de quelques années. En plus de ce focus central sur le riz, est-ce que d'autres cultures ont fait partie de la stratégie de souveraineté alimentaire? Beaucoup d'argent également a été dépensé pour subventionner les cultures maraîchères et pour les équiper en matériel de pompage et autres. Et donc, la production maraîchère également a fortement augmenté. Et certains produits maraîchers qui n'étaient pas produits, comme la carotte, comme la pomme de terre, surtout des produits de grande consommation, comme la pomme de terre, ont connu des évolutions. Troisième élément de la stratégie, c'était aussi de donner des terres à des agrobusiness. Alors, justement, en quoi ce troisième pilier a changé la donne au niveau de la politique agricole? Dès lors que la logique de l'État était plus dans une logique d'import-substitution, ils ont intégré les agrobusiness dans cela. C'est-à-dire, si on arrive à produire localement les mêmes produits, que ça soit un industriel ou que ça soit des organisations productives, pour l'État, c'est la même chose, puisqu'on est dans une logique d'import-substitution. Donc, les Indiens sont installés dans une zone agricole avec beaucoup de superficies importantes. Les Sud-Africains également ont été installés. Et tous sont orientés vers la pomme de terre et les oignons et certains produits donc horticoles. Du coup, on a très vite résolu le problème de l'import-substitution, en tout cas pour ces produits. Donc, qui étaient importés. Maintenant même, on pense à l'exportation pour ces produits parce que la production des agrobusiness vient s'ajouter à la production paysanne. Il y a une divergence entre le gouvernement et les organisations paysannes qui, eux, pensent souveraineté plus par l'exploitation familiale. Alors que pour le gouvernement qui est dans une logique d'import-substitution, l'essentiel, c'est de produire ici et de le faire ici, quel que soit celui qui le fait. Cela veut dire que le Sénégal produit désormais plus et localement, mais que cette version de la souveraineté alimentaire ne soutient pas vraiment les exploitations familiales? Aujourd'hui, la tension est là entre le gouvernement, le ministère de l'Agriculture et les organisations de producteurs horticoles qui sont tout le temps en train de revendiquer et de montrer qu'ils sont en train de perdre leur production agricole, leur production horticole sont en train de pourrir parce qu'ils sont en compétition avec les agro-industries. Donc aujourd'hui, les agro-industries inondent le marché au même moment où les productions des paysans est sur le marché. Ce qui fait que les productions des agro-industries sont moins chères et donc les prix baissent. Et là, les paysans sont en train de donner leur production aux animaux à manger. Ils montrent des images où ils donnent ça aux vaches parce que il n'y a personne pour l'acheter. Cette stratégie de souveraineté alimentaire, qui consiste à réduire les importations en renforçant la production industrielle, a donc créé une concurrence sur les marchés intérieurs, marginalisant les petits producteurs. Toutefois, depuis son arrivée au pouvoir en 2024, le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, a réorienté les efforts publics envers les plus vulnérables grâce à la mise en place de mesures pour le pouvoir d'achat et l'amélioration des conditions de vie rurales. Nous nous tournons vers Zibiri Janzoundi. Vous êtes ancien directeur du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, fraîchement à la retraite, expert reconnu de la sécurité alimentaire et du développement rural en Afrique de l'Ouest et membre individuel d'Interréseau. Que nous enseigne l'exemple du Sénégal pour la région? La concrétisation de la souveraineté alimentaire, pour moi, requiert en tout cas une condition centrale. Et cette condition centrale, ce n'est rien d'autre que la capacité de leadership du pays ou de l'État en matière de gouvernance des enjeux alimentaires et nutritionnels. Et dans ce leadership-là, il y a 4 éléments essentiels. Le premier élément, c'est la capacité à être réellement, en tout cas, le maître de la formulation de ses propres politiques. Et y compris également la capacité du pays
à produire l'information crédible nécessaire pour la formulation de ces politiques-là. Voilà, ça c'est le premier indicateur. Et le deuxième indicateur, c'est être en mesure de mettre en place un mécanisme de financement souverain. On se pose la question, quelle est la logique pour un pays ou un État d'élaborer sa propre ambition, de définir sa propre ambition, tout en abandonnant le financement de sa mise en œuvre à d'autres acteurs externes. Ça pose des problèmes. Et cela montre vraiment le paradoxe entre l'affichage politique pour la souveraineté alimentaire et la vraie réalité de terrain. C'est ça. Et cela se rencontre au niveau de toutes les échelles. Au niveau pays, au niveau des organisations régionales et également au niveau continental. D'ailleurs, Zibiri Janzoundi, pour financer ses programmes de souveraineté alimentaire, le Sénégal vient de contracter en 2024 un prêt record de 52 milliards de francs CFA auprès du FIDA, le Fonds international de développement agricole, et bénéficie d'aide de la PAM, le Programme alimentaire mondial, 2 organismes affiliés à l'ONU. En vous écoutant, on comprend effectivement que cette notion de souveraineté alimentaire est très fortement imbriquée à tout un système politique et financier. Si on reprend votre liste sur les différents piliers qui permettent la réalisation d'une souveraineté alimentaire, quels sont les autres indicateurs à observer? Troisième indicateur, c'est vraiment la capacité des pays ou de l'État à être pilote en matière de coordination d'aliments pour fédérer en tout cas toutes les initiatives individuelles, que ce soit des États, des partenaires et tout, etc., vers la concrétisation de la souveraineté alimentaire. C'est fondamental. Et le dernier, mais pas le moins important, indicateur, c'est la capacité des pays à mettre en place un mécanisme de redevabilité de résultats. Ça, c'est fondamental, de comptabilité qui permet en tout cas régulièrement de questionner les progrès, etc. Ibrahim Adia, on revient vers vous pour comprendre aussi les points de critique de votre analyse de la politique de souveraineté alimentaire au Sénégal, politique qui ne soutient pas forcément les exploitations familiales. Dans votre policy brief, vous évoquez notamment les dérives pour la filière lait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Là, les organisations paysannes ou les paysans, les organisations d'éleveurs, sont en ordre de bataille, puisqu'ils disent que l'État, ce qui l'intéresse, c'est simplement de dire on a produit tant de millions de litres à l'intérieur du pays, mais pas qui le produit. Or, si l'État est en train d'appuyer l'importation de vaches européennes et autres grandes producteurs de lait, des vaches allaitantes ou des vaches qui vont bientôt mettre bas, ils importent ces vaches, ce qui permet d'avoir des productions de lait multipliées par 10, mais ces vaches sont destinées à des gens dans la zone périurbaine. Alors que le pastoralisme, donc l'élevage réel, qui occupe les millions de personnes, c'est l'élevage pastoral. Donc ils sont en train de dire que cette vision de l'autosuffisance en lait ou de souveraineté alimentaire en lait n'est pas conforme à leurs intérêts à eux, puisqu'ils sont en train de favoriser le changement de génétique et favoriser les importations. C'était un exemple un peu pour illustrer que si on veut réfléchir sur souveraineté alimentaire, il faut réfléchir non pas sur le produit, mais sur toute la chaîne de valeur du produit. Merci pour cet exemple parce que cela permet de déconstruire peu à peu et de façon critique les différents mécanismes du concept de souveraineté défendu. Y a-t-il d'autres produits où la chaîne de valeur n'est pas vraiment souveraine? Alors, quand on regarde la production de viande de volaille, en fait, de ce domaine, on dit qu'on est autosuffisant. On est autosuffisant et on veut protéger cela. C'est vrai, c'est bien, mais on ne se rend pas compte que pour produire des œufs et pour produire des poulets de chair, on a besoin des œufs fécondés.
Et ces œufs fécondés, on les importe. Ce qui fait qu'on n'a pas de souveraineté parce qu'il suffit que les importations d'œufs fécondés s'arrêtent pour que toute la filière tombe. Donc, si on a une analyse de la filière, une vision filière, une filière chaîne de valeur, on ne peut pas être souverain si on n'a pas, si on ne maîtrise pas la chaîne depuis les œufs couvés. Et il est arrivé souvent que les agriculteurs aient des problèmes pour avoir des œufs couvés et cherchent partout dans le monde pour en avoir. Et ça, c'est une filière qui va être entre les mains de quelques personnes. Et après la Covid, quand le prix a augmenté des œufs couvés, bon, ça s'est senti tout de suite. Et ça augmente les coûts dans la filière et ça rend les gens très vulnérables. Quelles sont alors vos recommandations pour atteindre une souveraineté alimentaire qui ne soit pas illusoire? Au lieu de se fixer sur la consommation par habitant de riz et de le projeter, il faut mieux, dans la stratégie de souveraineté, chercher à substituer la consommation du riz lui-même par d'autres types de consommation, ce qui fait diminuer le besoin en consommation de riz. Alors, cette vision holistique n'a pas été faite. Donc, on est dans une logique sectorielle. On programme riz, un autre programme à part de maïs, un autre programme sur autre chose, mais pas de lien entre cela. Alors que dans la souveraineté alimentaire, on devrait avoir une vision holistique. Et on pourrait travailler davantage à renforcer le mil et le sorgho parce que c'est des céréales qui sont fortement consommées et demandées. Maintenant, il y a beaucoup de progrès en matière de transformation. Il y a des industries qui arrivent à les faire, à préparer tout, donc à faire de la farine directement. Donc la pénibilité qui accompagne cela et qui avait diminué la consommation, cette pénibilité-là, elle saute. Donc, puisqu'elle saute, on doit pousser vers la consommation de ces produits. Quitte à ce que même le riz soit plus cher pour encourager les gens à consommer les autres produits. Mais l'État est tellement obnubilé par le riz et par la demande urbaine d'un prix faible du riz que tout le focus est mis là-dessus et du coup, on perd en perspective la vision globale. Ibrahima Dia, puisque vous évoquez la nécessité d'avoir une vision globale, est-ce que la souveraineté alimentaire ne serait-elle pas plus pertinente à l'échelle des échanges intrarégionaux? Si on avait une politique commune, on aurait défini, même dans la souveraineté alimentaire, des strates, c'est-à-dire en disant, bon, telle chose, on n'a pas besoin de chercher l'autosuffisance. Je donne l'exemple des moutons. On parle d'autosuffisance dans la dernière stratégie, on a parlé d'autosuffisance en moutons, de Tabaski. Et l'État fait tout pour que tous les moutons soient produits au Sénégal, le maximum. Alors que ce n'est pas nécessaire, puisque la Mauritanie a suffisamment de moutons, le Mali en a suffisamment, ils ont plus d'espace pour faire de l'élevage extensif. Donc, c'est tout l'effort à faire pour ça, ça valait pas la peine si on est dans une vision sous-régionale. Ces genres d'avantages comparatifs entre pays n'est pas souvent bien analysé. Et puis, on n'a pas une stratégie pour mutualiser nos efforts. Si on avait une stratégie, on pourrait mutualiser nos efforts, par exemple, pour l'achat des engrais, du phosphate, pas des engrais phosphatés, bon, le Sénégal en produit, mais pour l'urée, par exemple, si on faisait des achats groupés dans toute la sous-région, on aurait peut-être des prix plus intéressants. Sur la mécanisation, par exemple, tous les besoins dans la sous-région auraient pu être gérés avec une unité de montage. Avoir une vision globale et sous-régionale aurait permis de mutualiser les points les plus importants. Mais là, chaque pays a sa stratégie de souveraineté et veut tout régler à son niveau. Sibiri Jean Zoundi, vous qui avez longtemps dirigé le Club du Sahel, qui est une plateforme de dialogue et de coopération entre les États, à quelles échelles est-il alors pertinent d'utiliser et de déployer ce concept? Nulle part, il est question vraiment de demander à un pays de basculer dans l'autarcie alimentaire et autres, etc. Si on a une bonne compréhension de cela, à toutes les échelles, il y a de la pertinence, effectivement, à parler de souveraineté alimentaire. Et malheureusement, à l'heure où nous parlons tous, et chaque pays se replie sur sa question de je suis souverain, je veux protéger. Bon. Et ça pose même la question de l'effectivité et de la capacité des organisations régionales à faire appliquer leurs règles. Docteur Ibrahima Dia, après cet échange très riche, quelle serait l'idée principale à retenir et qui ferait office de conclusion?
C'est vraiment ça, d'intégrer les agriculteurs, leur logique, leur stratégie, et de ne pas seulement se baser sur les chiffres. Se baser sur les chiffres, calculer les milliards importés, les milliards, les quantités, se limiter à ça, on passe complètement à côté, c'est pas durable. Et au moins de choc, on va se rendre compte que ça ne l'est pas. Et donc, il faut vraiment intégrer la dimension de politique agricole, la dimension des acteurs, de l'économie politique, qui gagne, qui perd, et faire que les exploitations familiales soient le socle de tout ce qu'on va faire pour que ça soit durable. Une souveraineté alimentaire durable exige de repenser les politiques publiques, de renforcer les capacités locales, mais aussi de construire une vision partagée à l'échelle régionale. Justement, dans notre prochain épisode, nous mettrons le cap sur les pays de l'Alliance des États du Sahel. Dans un contexte de rupture politique et de fortes tensions géopolitiques, quelle place pour la souveraineté alimentaire? Rendez-vous très bientôt dans Grain de sel, le podcast qui explore les chemins de la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest et au-delà. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et voilà que Godot. Ce podcast a été réalisé par Interréseau en partenariat avec Inades Formation et avec le soutien de l'Agence française de développement. Musique originale de l'artiste togolais Winabé et son titre Mokpokpo. Création sonore Julio Arcalafanti. Retrouvez-nous sur www.inter-réseau.org pour écouter notre série complète et n'hésitez pas à nous écrire pour poursuivre la réflexion.